Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre toujours avec la physiologie cardiovasculaire. Dans cette deuxième partie, nous allons détailler le débit cardiaque et sa régulation. Le débit cardiaque est la quantité du sang expulsé par unité de temps par les ventricules. Donc, c'est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique, sachant que la fréquence cardiaque représente le nombre de battements par minute et le volume d'éjection systolique ou VES est le volume de sang éjecté par une ventricule à chaque battement. En effet, la régulation du débit cardiaque est assurée par des facteurs qui contrôlent la fréquence cardiaque et le VES. Passons maintenant à la régulation du débit cardiaque. On commence au début par la régulation de la fréquence cardiaque et donc de la pression artérielle. C'est un mécanisme réflexe, c'est-à-dire automatique, faisant intervenir un contrôle nerveux. L'organisme va réguler ce paramètre afin de maintenir entre des valeurs compatibles avec la vie. Des barorécepteurs sont des récepteurs sensibles à la pression artérielle, situés dans la paroi des vaisseaux sanguins. On les trouve essentiellement au niveau du sinus carotidien, de la crosse aortique ou de l'oreiller droit du cœur. La régulation lors d'une pression artérielle trop élevée, lorsque la pression artérielle devient trop forte, les barorécepteurs du sinus carotidien transfèrent l'information au centre bulbaire. Le centre bulbaire parasympathique est considéré comme un cardiomodérateur. Donc, il va initier l'activité modératrice des nerfs parasympathiques et inhibe l'activité cardio-accélératrice des nerfs sympathiques. Le cœur va donc voir sa fréquence cardiaque diminuer, d'où une diminution de la pression artérielle. La régulation lors d'une pression artérielle trop basse est à l'inverse. Lorsque la pression artérielle est trop basse, les barorécepteurs vont toujours transmettre l'information, mais cette fois-ci vers les centres bulbaires. Le centre bulbaire va commander une inhibition de l'activité des nerfs parasympathiques modérateurs et une activation de l'activité des nerfs sympathiques cardio-accélérateurs. Donc la fréquence cardiaque va augmenter ainsi que la pression artérielle. Cette boucle de régulation permet à notre cœur de maintenir une pression artérielle constante en toutes circonstances, y compris pendant un effort physique. On passe maintenant à la deuxième étape qui est la régulation hormonale de la fréquence cardiaque. On sait que le cœur dispose de deux systèmes de régulation. Un premier système accélérateur qui permet à la fréquence d'augmenter en cas d'effort. Cet accélérateur se fait par des fibres nerveuses nommées des fibres sympathiques ou bien orthosympathiques qui stimulent et libèrent des hormones telles que les catécholamines, par exemple l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Un deuxième système freinateur qui réduit la fréquence de base de manière permanente. Ce ralentissement se fait par des fibres nerveuses qui stimulent et libèrent une hormone nommée l'acétylcholine. Donc, ces fibres sont des fibres parasympathiques. Pour la régulation du volume d'éjection systolique, donc elle dépend de trois paramètres: la précharge, la post-charge et la contractilité ou bien inotropisme.
On commence par la précharge qui représente le volume qui existe dans les ventricules en fin de diastole. Elle dépend de la compliance ventriculaire, distension élasticité des ventricules, du retour veineux et de la répartition du volume sanguin total, position du corps, pression intrathoracique et tonus veineux. La précharge permet de définir la courbe de la fonction ventriculaire par la loi de Frank-Sterling. Cette loi décrit le fonctionnement du ventricule cardiaque. Le cœur s'adapte à la précharge en changeant sa force de contractilité. Ainsi, la force contractile libérée à la systole est fonction directe du degré d'étirement de sa fibre myocardique. À la diastole, jusqu'à un point critique qui correspond à une longueur fixe du sacromère du muscle. C'est-à-dire, d'une manière plus simple, que plus le volume télédiastolique d'un ventricule augmente, plus la force produite par ce dernier pour éjecter le sang sera grande. Pour le deuxième paramètre qui intervient dans la régulation du volume d'éjection systolique, c'est la post-charge. Cette dernière correspond à la résistance contre laquelle le ventricule éjecte son contenu. Plus la post-charge augmente, plus le débit cardiaque diminue et inversement. Les facteurs qui déterminent la post-charge sont la résistance vasculaire, c'est-à-dire le diamètre des artères. On parle de la vasodilatation qui diminue la post-charge et la vasoconstriction qui augmente la post-charge. C'est une action sympathique. L'existence d'une pathologie cardiaque, par exemple la viscosité du sang, l'anémie ou l'hémodilution, diminue la viscosité du sang et entraîne une diminution de la post-charge et l'augmentation du débit cardiaque. La résistance vasculaire sont régulées par les facteurs suivants. Il existe une régulation nerveuse. Les neurofibres vasoconstricteurs sympathiques vasculaires ou les centres médulaires et les ganglions paravertébraux par action de la noradrénaline sur les récepteurs alpha 1. Quant aux neurofibres vasodilatatrices parasympathiques, essentiellement musculaires, mises en jeu à l'effort par des médiateurs tels que l'acétylcholine. Pour la régulation hormonale, les catécholamines circulantes dans la médulo-cérébrale et le système rénine-angiotensine, l'endothéline et les vasopressines, la kinine et la prostaglandine vasodilatatrice. Un autre facteur qui entre dans la régulation du volume d'éjection systolique, c'est l'inotropisme ou bien la contractilité. La stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques entraîne l'activation de l'adénylyl cyclase qui produisant une élévation des taux cellulaires d'adénosine monophosphate cyclique ou bien, d'une manière plus simple, l'AMP cyclique à partir de l'adénosine triphosphate, l'ATP. Les inhibiteurs des phosphodiesterase produisent également une élévation de l'AMP cyclique en inhibant sa dégradation. L'augmentation de l'AMP cyclique va entraîner secondairement une élévation du calcium intracytosolique à partir du réticulum sacroplasmique et améliore ainsi la contractilité myocardique, ce qui va stabiliser la liaison de la troponine C au calcium pendant la contraction et favorisant ainsi la liaison entre l'actine et la myosine au niveau des myofibrilles, produisant un effet inotrope positif. Pour les catécholamines, ils agissent de manière plus sélective que la
que la dopamine sur la contractilité myocardique. Sa cible principale est le récepteur bêta-1 adrénergique au niveau cellulaire. Les catécholamines stimulent l'activité de l'adényline cyclase et entraînent une augmentation de la concentration de la AMP cyclique et du calcium dans le cytosol du cardiomyocyte, produisant une augmentation de la contractilité et du débit cardiaque. Il se produit également une baisse des résistances vasculaires systémiques et de la pression artérielle pulmonaire. La dobutamine a pour principe effet secondaire une baisse de la pression systémique, le déclenchement d'arythmies et l'augmentation de la consommation myocardique d'oxygène. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci.